mutuelle, parce qu'il y a forcément un coupable quand même. Oui, mais si c'est aussi parce qu'il nie le caractère sacramentel du mariage. Le sacrement, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte rituel tué par le Christ qui procure une grâce à celui qui en est bénéficiaire. Or, le Christ n'a pas institué le mariage. Le mariage fait partie de la volonté de Dieu, mais le mariage existait bien avant le christianisme. Les incroyants se marient aussi depuis le commencement du monde et leur mariage valide. Alors Luther ne dévalorise pas pour autant le mariage, au contraire, il l'exalte en tant qu'institution divine et il libère le mariage de ce carcan ecclésiastique. Et donc, puisque le mariage n'est plus un sacrement, il n'y a pas de raison que le mariage ne puisse pas être dissous, mais dans des conditions bien déterminées. Alors, il y a forcément un coupable, dites-vous. Oui, coupable de quoi ? Eh bien, Luther est assez précis. Le divorce est possible en cas de violence conjugale, en cas d'inaptitude physique ou organique d'un des conjoints à accomplir le devoir conjugal, ce qui est quand même assez intéressant, parce que Luther donc considère que le mariage n'est pas chaste, et il valorise la sexualité, et un autre motif de divorce est bien évidemment l'adultère. Il envisage aussi, alors il y a la procréation bien sûr en finalité de ce mariage, mais aussi l'amour qui n'est pas une donnée anodine. Oui, alors certes la procréation est un fruit du mariage, c'est même sa principale fonction, mais elle n'est certainement pas la finalité du mariage. La finalité du mariage, c'est l'association de deux individus, hommes et femmes, la compagnie qu'ils se procurent et qu'ils s'apportent mutuellement, et Luther effectivement veut y associer l'amour. Alors, on n'est pas dans l'amour passionnel, ni dans l'amour romantique, mais une affection mutuelle et même une certaine tendresse. Et donc, chemin faisant, si l'on suit Luther, eh bien, il apparaît alors une nouvelle catégorie sociale qui est la femme du pasteur. Parce que le pasteur n'a pas disparu, lui, le ministre du culte. Non, le ministre du culte n'a pas disparu. Alors Luther va supprimer la catégorie des moines et des religieuses puisqu'il va faire fermer les couvents, mais on a toujours besoin de ministres du culte pour diriger les nouvelles communautés protestantes qui seront donc instaurées et ces ministres du culte formés en théorie et à la prédication, mais eux aussi sont supposés être des hommes mariés. Ils sont complètement intégrés à la société. Ils sont également admis à la bourgeoisie des villes. Ils ont un statut juridique, ils sont voués au mariage. Et par conséquent, apparaît cette catégorie totalement neuve qu'est l'épouse du pasteur, dont on ne trouve pas de description particulière et pour qui il n'existe pas de recommandation. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, en quoi Jean Calvin est-il le continuateur des préceptes de Luther ? C'est ce que nous allons voir avec Laurence Druet. Les papistes sont extrêmement rigoureux et même inexorables, ne permettant pas aux prêtres de se marier. Il est inutile d'évoquer la facilité qu'ils prennent et accordent à ceux qui veulent pratiquer la fornication. Sous cette fausse sainteté détestable qui consiste à s'abstenir de se marier, les prêtres se sont accoutumés à toutes sortes de licences. Et cette interdiction montre assez combien les traditions humaines peuvent être nuisibles, puisque non seulement l'Église a été privée de bons pasteurs qualifiés qui se seraient bien acquittés de leur office, mais elle a suscité une masse d'énormités détestables qui a plongé beaucoup d'âmes dans un gouffre de désespoir. Un jour dans la première, Laurent de Hausset. Un extrait de l'Institution de la religion chrétienne, Jean Calvin qui appartient donc à ce qu'on appelle la deuxième génération des réformateurs. Il a 25 ans de Martin Luther. Alors, malgré un socle de base commun sur lesquels on va revenir avec vous, Laurence Druet, bon, il y a beaucoup de choses qui les opposent, mais on peut peut-être juste signaler les voyages. Oui, alors je ne vais pas évidemment me prêter ici à une comparaison systématique de géants réformes, ce n'est pas le propos, mais contrairement à Luther qui n'a jamais quitté l'Allemagne, Calvin a assez bien voyagé. Alors Calvin, car il est né à Lyon, il a voyagé à travers l'Europe, tout d'abord parce qu'à un moment il a dû s'exiler de la France, après avoir adhéré aux idées de la Réforme et avoir contribué à un discours particulièrement polémique. Il y a aussi un moment où le vent tourne en France, en 1534, après l'affaire des placards. Donc Calvin commence par s'exiler à Bâle, où il va d'abord éditer la version de l'Institution de la religion chrétienne. On va le retrouver ensuite pour un court séjour à Ferrare. On le retrouve de nouveau en France où il règle des affaires de famille. Et puis il répond à l'appel d'un autre réformateur, Guillaume Farel, à Genève, où